Bonjour, merci de nous rejoindre sur la plateforme Au cœur de la marine pour ce premier numéro de La Ligne Bleue, une émission où nous souhaitons décrypter, analyser, raconter et débattre avec nos invités autour des grands enjeux de la marine et de son univers étendu. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas Vial, dessinateur de presse et peintre officiel de la marine. L'année dernière, il a eu l'occasion d'embarquer à bord de l'Astrolabe, un patrouilleur polaire qui assure la présence de la France dans les terres australes et antarctiques. Un voyage de 4 semaines dans l'océan Indien pour une mission de ravitaillement. Parti de La Réunion, le brise-glace rouge de la Marine nationale a conduit l'artiste jusque dans les îles Éparses, possession française située au large de Madagascar. Dans un livre, Un brise-glace sous les tropiques, il raconte son aventure dans un journal de bord illustré. Ah, mais là, Tu peux juste mettre un autre gros plan, Benji, s'il te plaît? ça va? Ok, très bien. Nicolas Vial, bonjour. Bonjour, Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, de rien. C'est un plaisir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez été dessinateur de presse pendant à peu près plus de 30 ans au journal Le Monde, Ouais, mais vous avez collaboré aussi avec beaucoup d'autres journaux, des magazines, ouais, l'Express, Télérama, Ouais. le Nouvel Obs et bien d'autres. ouais, Vous avez réalisé des affiches de cinéma, ouais, des timbres-poste, ouais. mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'en 2008, vous avez été nommé officiellement peintre officiel de la marine. Alors, j'aimerais savoir déjà pourquoi et comment. Pourquoi? Alors, moi, c'est particulier, mon histoire, puisque bon, je descends d'une famille de militaires, où il y en a un qui est très célèbre, c'est le général Drouot, le sage de la Grande Armée, l'artilleur de Napoléon, celui qui a dit à Napoléon de ne pas aller en Russie. Et après, ils étaient tous polytechniques, ils étaient militaires. Et du côté Vial. Et moi, j'étais peintre. J'étais un matheux. Hein. Donc, j'ai commencé par rendre copie blanche au concours général de physique pour avoir le droit de faire du dessin. C'était pas très bien vu dans ma famille. Donc, voilà. Alors, je passe beaucoup de temps. Et à un moment donné, j'ai fait une expo au musée de la Marine, en 2002-2003 au Trocadéro. Une grosse expo perso avec un catalogue, avec un texte d'Olivier Frébourg, écrivain de marine. Et cette exposition est allée dans tous les musées de la Marine de France, c'est-à-dire Toulon, Rochefort, Brest, et après à Venise, à l'Arsenal. Et les peintres de la Marine, à chaque fois qu'il y avait un concours, me proposaient de me présenter. Et je ne me présentais pas. Je n'étais pas convaincu. Et pendant 6 ans, je ne me suis pas présenté. Pourquoi? Plus par humilité ou... Non, ça ne me disait rien. D'accord. Un jour, Olivier Frébourg, écrivain de marine, est venu me voir dans mon atelier avec le manteau d'officier. Et je lui ai dit, c'était en hiver, je lui ai dit, mais trop beau ton manteau, on dirait Corto Maltese. Et il m'a dit, bah t'es bête, tu serais peintre de la marine, t'aurais le même. Alors je me suis présenté. Un amiral qui s'appelle Finaz a eu vent de l'histoire et m'a offert le manteau. Enfin, bon, ça c'est, je dis ça, c'est rigolo comme histoire. Mais en fait, depuis que je suis peintre de la marine, je suis très fier d'être peintre de la marine. Il se trouve que j'étais intronisé en même temps que Jean Gomy à l'Institut. Ça, c'était grâce à Yann Arthus Bertrand. On est les deux seuls à avoir été intronisés peintre de la marine à l'Académie française, comme l'IE, quoi. Et quand j'ai remis un uniforme d'officier de marine, je me suis souvenu de tous mes ancêtres qui ont beaucoup travaillé à l'école de guerre et qui ont écrit beaucoup de livres de stratégie militaire à une autre époque. Et en fait, je suis très fier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement être peintre officiel de la marine? J'imagine qu'il y a des petits droits, mais beaucoup de devoirs, non? C'est un titre, c'est honorifique, parce que c'est quand même pas très simple d'être peintre de la marine. Moi, je le suis parce que j'adore Marquet, Signac, Marin-Marie, ce genre de personnes, Mathurin Méheux. Je me suis aperçu, après que dans ma scolarité, dans mes études d'art, j'ai eu 2 profs qui étaient peintres de la marine. Un qui s'appelait, j'ai un trou de mémoire, bon, ils ne sont pas très connus. Il y avait Courboulès et l'autre c'était Delpech. Mais je ne savais même pas ce que c'était peintre de la marine, quand c'était mes profs. Puis je ne savais pas qui il était. Les devoirs, on n'en a pas vraiment, à part donner une toile à l'expo tous les 2 ans des peintres de la marine. Pas beaucoup d'obligations, mais par contre, on représente quand même la marine nationale. Et moi, j'ai la chance de dessiner, toujours quand même dans la presse, pas mal. Et d'avoir... quand j'étais nommé peintre de la marine, j'ai dessiné à fond dans la presse. Alors tout de suite, l'amiral Forissier m'a invité plusieurs fois à déjeuner à l'hôtel de la marine parce que je faisais un livre avec Michel-Édouard Leclerc. Et
oui, dès que j'étais nommé peintre de la marine, j'ai mis mon encre dans le monde. Ça m'amusait de mettre mon encre. Et donc la marine a vu qu'il y avait un dessinateur qui... Bon, à une époque, je faisais quand même 40 dessins de presse par semaine. Hein, et je mettais mon encre. Bon, j'ai arrêté de faire autant de presse. Maintenant, je fais plutôt de la peinture et des livres. Mais c'est vrai que j'ai la chance. Par exemple, je suis allé sur l'Astrolabe. Là, j'ai été suivi par un journaliste du Monde par satellite qui a fait 17 papiers sur Monde.fr. J'ai eu un portfolio dans le Chasse-Marée sur mon voyage. J'ai fait un livre au Chêne qui était relayé pas mal. Donc, j'ai la chance de pouvoir faire parler de mes embarquements. Alors justement, l'Astrolabe, ça nous intéresse au plus haut point. On va y revenir un peu plus tard. Moi, je voudrais revenir sur finalement, ce que je comprends de vous, c'est que vous êtes un véritable passionné des bateaux et de la mer. Ah oui, j'adore la mer et les bateaux. Et ça, d'où ça vient? De l'enfance, enfance en Bretagne Nord, à côté de Kerlouan, où un jour, mon père a acheté un canot, petit canot de 5 mètres. Et on a commencé à faire de la pêche en mer. Et puis, dans une crique qui s'appelait Karakir, où on était les seuls touristes. Il n'y a pas près de Brignogan-Plage. Et puis après, j'ai fait de la voile. Et puis après, j'avais mes amis qui étaient les neveux du père Jaouane, le jésuite du Bel Espoir. Et j'ai fait beaucoup de bateaux sur un côte aurique, un côte de Carantec qui s'appelle la Mélanie, qui est un très beau bateau, qui avait déjà 50 ans quand j'en avais 20. Et il était même plus âgé que ça. C'était un bateau, à l'époque, c'était pas à la mode, les vieux gréements. Et j'ai fait beaucoup de voiles sur un vieux gréement. Donc c'était un bateau qui avait une grande voile aurique, un foc, une trinquette. Et c'était un côte de Carantec qui avait, à une époque, il y avait un propriétaire qui n'avait pas aimé l'arrière tronqué comme ça. Et on avait fait un arrière de yacht. Donc c'est un très joli bateau. Je crois que c'était le plus rapide entre Roscoff et la Berbrac dans les bateaux traditionnels. Il existe toujours. Il appartient à un peintre de la marine qui s'appelle Stéphane Rueg, qui vient de passer 15 ans à le restaurer, parce qu'il y avait du boulot à faire. C'est un bateau en chaîne. Et j'ai adoré ça. Voilà, et ça m'a marqué. Et je crois savoir, quand on a discuté un peu avant de cette émission, il y a une petite anecdote qui m'a marqué, c'est que vous êtes allé, alors pas grand monde ne sait ce que c'est peut-être, mais vous allez nous expliquer, vous avez fait aux alentours de 20 ans un petit tour sur les croisières Paquet. Oui. Alors, mon père était éditeur et j'ai eu la chance d'avoir c'est pas un contrat, mais une proposition c'est passé par mon père au départ, d'illustrer des plaquettes de luxe pour des congrès croisières sur les bateaux de la compagnie Paquet. Donc j'ai eu 20 ans sur un bateau qui s'appelle le Renaissance, qui est un magnifique paquebot. Et j'étais payé en croisière, à mon grand désespoir. Et en fait, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai eu 20 ans sur le Renaissance. J'ai eu 22 ans sur le Mermoz et 24 ans sur le Mermoz. J'ai fait 3 fois ça. À chaque fois, une très belle plaquette de luxe où je faisais Alors, je faisais avant le voyage, pour les congressistes, mes dessins. C'est-à-dire que s'ils allaient à Santorin, j'allais à la FNAC, j'achetais des bouquins sur Santorin, je les mettais sur ma table à dessin, et je faisais des croquis, comme si j'y étais sur place. Après, c'était imprimé. C'était des carnets de voyage sans y être allé. Et j'y allais après. Et c'était assez beau comme objet. Donc j'aime les vieux paquebots. Je déteste les paquebots modernes. Mais en fait, c'est pour ça que je trouve que votre œuvre, c'est très fort. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi des animaux, mais on retrouve énormément de paquebots et de vieux gréements. Ouais. Tout vient de là? Ça vient de là, ouais. Et j'ai aussi été un pêcheur en mer. J'ai adoré ça, au filet, au casier, au palangre et tout ça, enfin, un truc de Bretagne Nord, quoi. Et j'ai arrêté vers l'âge de 25 ans. J'ai plus jamais pêché en mer. Mais avant, j'avais des pièges partout. De l'âge de 14 ans, j'ai commencé à 14 ans. Et à 14 ans, on était des gros pêcheurs. Parce que on est redoutable quand on est petit, on adore ça. Surtout avec l'annexe de mon père, parce qu'il avait un bateau, mais il avait une annexe pour aller au bateau. À la rame ou à la godille, j'allais poser mes palangres là où les pêcheurs ne pouvaient pas les poser, puisque c'était dans les rochers, là où les bateaux ne pouvaient pas aller, en fait. Et c'était très poissonneux. Je voudrais qu'on revienne sur un épisode un peu plus tard. En 2016, vous rentrez en résidence, moi ça me sidère cette histoire, dans un couvent qui est voué à la démolition, et vous vous retrouvez tout seul en résidence pendant 6 mois pour créer une œuvre éphémère gigantesque. Et je voudrais que vous me racontiez cette histoire, parce que je la trouve folle.
Un jour, par hasard, j'ai rencontré un de mes cousins qui vivait avec une architecte de Paris Habitat. Et enfin, un fils d'un de mes cousins, un petit jeune ingénieur. Et il me présente sa compagne et on discute. Et puis je lui dis, je cherche un lieu grand pour peindre. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, en fait, je m'occupe de petites bonnes sœurs qui ont un couvent vide à la congrégation des sœurs aveugles de Saint-Paul. 8168 mètres carrés vides. Elles sont en train de faire une opération à leur défaveur avec Paris Habitat. Parce qu'elles ont des biens, mais elles n'ont pas d'argent. Et tant qu'elles n'ont pas signé, ce couvent est vide. En fait, il était vide pendant 8 mois. Et là, effectivement, je me suis bien éclaté. Vous êtes bien d'accord, vous étiez seul? Seul, ouais, seul. Alors, elles m'ont fait un contrat parce qu'elles avaient une avocate qui, bénévolement, s'occupait d'elles. Hein. Et donc, ça les arrangeait, comme ça évitait d'avoir des squatteurs. Donc, j'avais les clés du coup. Donc, vous étiez le seul squatteur. D'ailleurs, on voit quelques images, là. C'est assez oui, vous avez... Ouais. C'était dingue. Hein. Ouais, c'est complètement faux. Et il y avait 120 cellules, c'est-à-dire 120 chambres de bonnes sœurs. Là, il ne restait plus que 17 vieilles bonnes sœurs. Mais à une époque, il y avait 120 bonnes sœurs. Il y avait une chapelle qui était démolie. Hein. Triste. Elle était désacralisée quand ils me l'ont passée. C'est-à-dire que j'avais le droit de peindre des rhinocéros, des trucs... je ne suis pas obligé de faire des passions du Christ. Et il y avait ce qui restait de la maison de Châteaubriand. Parce que personne ne le sait, mais Châteaubriand a vécu 12 ans là, au 88 avenue d'Enfer Rochereau. Tout le monde connaît la rue du Bac, Combourg, la Vallée aux Loups, le Petit Bay ou le Grand Bay, là où il est, le Grand Bay, et là où il est enterré. Et en fait, il est resté 12 ans là. Oui, donc tout ça, ça fait un lieu extrêmement inspirant. Alors je voudrais qu'on déplace le curseur. Hein. On est revenu, on a démarré de l'enfance, et puis là, donc en 2016 le couvent, et puis c'est des grandes dates, hein, bien sûr. Mais... Et je crois que c'est jour pour jour, il y a 1 an, vous receviez la proposition de la Marine nationale de pouvoir embarquer pour une mission de ravitaillement sur l'Astrolabe, le fameux patrouilleur polaire, brise-glace, qui normalement a l'habitude de naviguer dans les eaux glaciales antarctiques. Mais à l'époque, vous ne le saviez pas, et c'est ça que je voudrais que vous me racontiez, puisque une semaine avant le départ, il vous annonce que ce sera plutôt l'océan Indien, le tour de Madagascar, et surtout les îles Éparses. Est-ce que ça vous a fait hésiter? Ah non. Non. Il se trouve que, donc, il y a 1 an, jour pour jour, j'étais sur l'Astrolabe. Ah, c'est ça. Donc, quand on m'a proposé d'aller sur l'Astrolabe, c'était 6 mois avant l'embarquement. Donc, j'ai cru dans ma tête, dans mon imaginaire, un brise-glace, l'Antarctique, les Kerguelen, je sais pas. Et donc, ça devait être les Kerguelen, en fait. Et juste avant le départ, on nous annonce qu'on va faire notre mission autour de Madagascar. J'étais ravi, moi. Là où j'étais moins ravi, c'est que j'avais parlé à mon éditeur, c'est les éditions du Chêne. J'avais dit, voilà, je vais partir en Antarctique sur un brise-glace. Et l'éditeur m'avait dit, c'est génial, je voudrais que tu me fasses un livre de tes carnets de voyage et de ton récit. Alors j'avais dit, d'accord. Donc, j'avais dit au chasse-marée, je pars en Antarctique. Ah, génial, tu vas nous faire un reportage. Alors là, j'étais emmerdé parce que j'ai rappelé l'éditeur du Chêne et je lui ai dit, en fait, je ne pars pas du tout en Antarctique, ni au Kerguelen, je vais autour de Madagascar. Ah, mais il me dit, c'est super. Ah oui, on fait comme le livre. Et puis, pareil pour le chasse-marée. Il me dit, non, mais très bien, tout va bien. Donc, il n'y a pas eu de problème. Alors, je suis tombé sur un bateau hyper bien commandé, c'était hyper sympa. Le commandant Kogan, super le mec. Une autorité naturelle très forte. Donc, hyper respecté, mais hyper aimé de son équipage. Donc tout se passait bien, quoi. Alors, ce livre, c'est celui-ci, qui donc s'appelle Un brise-glace sous les tropiques, qui est publié aux éditions du Chêne. Et ça correspond à une sorte de journal de bord illustré. C'est ça le concept? C'est ça. C'est tous les dessins que j'ai faits là-bas. Et sur le bateau, je suis resté... Moi, je suis parti 31 jours, dont 26 sur le bateau. Et il y a eu des escales. Et... j'avais des carnets de voyage, j'avais 6 carnets de voyage, je les ai remplis. Et puis j'ai écrit le texte de mon embarquement. C'est-à-dire que moi, j'avais eu tellement de boulot à terre, on va dire, que j'avais refusé tous les embarquements longs. Donc j'étais jamais parti 31 jours sur un bateau. Et je ne connaissais pas du tout les codes de la marine.
J'avais beau descendre d'une famille de C'était militaires. le premier embarquement. Ouais, moi dans ma famille c'est des artilleurs. Enfin, de toute manière, ils sont morts depuis longtemps, tous ceux qui ont été artilleurs. Et je connaissais pas les codes de la. Alors je suis arrivé sur le bateau comme un gamin qui arrive pour la première fois dans un pensionnat. J'avais quand même un peu les jetons. Et oui, promiscuité. Ouais, alors le commandant était sympa, comme j'avais Le Monde qui me suivait et tout ça, j'avais une cabine. Donc voilà. Donc ça, C'est pas n'importe quelle cabine. bah, j'avais la cabine du préfet maritime ou de C'est ça. l'amiral. Voilà, c'était cool. Ouais. Avec un coin salon. Il n'y avait que 4 cabines sur le bateau. Le reste, ils étaient 4 par cabine. Je veux dire 4 cabines individuelles. Alors, j'aimerais bien qu'on voit un petit sujet, là, qu'on Ouais. regarde, Nicolas, ensemble, un petit sujet sur, c'est très court, sur comment vous travaillez à l'époque sur l'Astrolabe. D'accord. L'équipe d'alarme ravit la cafétéria. Attention à la fermeture des portes légères et minelles. Peindre sur un bateau, c'est pas évident. C'était pas évident, non? Ce ne sont que des contraintes, non? Non, bah, j'ai eu de la chance, j'ai une cabine. Mais par contre, ça a démarré avec une mer assez forte. Pour après avoir une mer très plate, presque tout le temps, sauf quand on est passé au niveau de Diego Suarez. Mais au départ, ça secouait pas mal. Bon, on avait notre bateau était très chargé, donc la ligne de flottaison était beaucoup enfoncée sous l'eau. Donc il tenait bien la mer. Bon, je me suis aperçu que j'avais toujours pas le mal de mer, parce que je ne savais pas si j'avais encore le mal de... Je l'ai jamais eu, mais je m'étais dit quand même dans la vie, ça peut changer. Et alors mon problème, c'était des trucs techniques. Arrimer le fauteuil du préfet maritime avec des sandaux, parce qu'il bougeait comme ça. Et comme j'avais un patch derrière l'oreille contre le mal de mer, ça donne extrêmement soif. Donc on buvait beaucoup d'eau minérale. Et toutes les bouteilles que j'avais, je coupais le bas. Et j'avais accroché tous les bas de mes bouteilles. Elles étaient toutes accrochées ensemble. Et comme ça, au fond, j'avais mes couleurs. Parce qu'il pouvait aller, le bateau aurait pu être incliné comme ça sans que ça déborde. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je faisais un truc avec de l'encre de Chine noire. Il y a une vague, le brise-glace, il a un fond plat. Il est fait pour monter sur le pack, c'est-à-dire sur la glace, et l'écraser. Donc là, en pleine mer, il a tapé sur une vague traîtresse. Ma bouteille d'encre est montée de là jusque là. Je l'ai chopée. Oh. Mais l'encre... Alors j'ai foncé dans la salle de bain. J'ai nettoyé tout ce que je pouvais nettoyer. Et en dernier, le mur. Mais le dessin? Oh, mais je m'en foutais du dessin. Ouais. Là, ce qui comptait, c'est que la cabine soit aussi propre quand je pars que quand j'arrive. Et dans la salle de bain, bon, j'avais une éponge, j'avais des trucs. J'ai réussi à nettoyer tout partout. Et puis sur le mur, c'était un mur blanc comme ça partait pas complètement. Et comme alors le mur, il était en métal. Donc, comme le commandant m'avait passé des tirages de l'Astrolabe, j'ai demandé des vues extérieures de l'Astrolabe pour faire mes dessins. Et que, je sais pas, le préfet maritime avait plein de démons, j'ai mis toutes les images de l'Astrolabe sur mon mur, en attendant de trouver une solution. Et puis, 2-3 jours après, je descends au carré là, du commandant, et puis il y avait le second qui plaçait bien les livres, parce que bon, ça secoue. Il remettait bien les livres dans la bibliothèque. Il y a pas mal de livres. C'est des gens cultivés sur les bateaux. Et
Et puis ils aimaient bien s'envoyer des vannes entre eux, donc le commandant arrive et dit au second chacun ses manies. Moi, ce que je supporte pas, c'est de voir une trace sur le mur, parce que, sur les parois du bateau, parce qu'il était tout neuf ce bateau. Alors là, je suis un peu mal. Et puis je continue à essayer de gratter avec les Spongex et les produits, mais ça marche pas. Et un jour, il y a Olivier Deveau, un autre peintre de la marine, qui rentre avec une bouteille d'essence de térébenthine. Je lui dis, t'as de l'essence de térébenthine? Je dis, écoute, on va faire un essai, je vais essayer de retirer mes tas. Et tout est parti. Voilà. J'étais content. Non, parce qu'en fait, il ne se passe rien sur un bateau, il faut bien... Non, mais vous êtes resté 4 semaines. Ouais. Avec l'idée de ce livre. Ouais. Ah oui, j'avais une idée de faire quelque chose. Je ne savais pas sous quelle forme il allait être, ni quoi que ce soit, mais jamais un livre n'a été fait aussi vite. C'est décidé juste avant mon embarquement. Il m'a fait signer un contrat la veille du jour où je suis parti de Paris. Donc je savais que j'avais un livre. Ça, c'était cool. Après, il fallait le faire. Et mais c'est génial d'avoir une mission sur le bateau. Parce que moi, j'avais une mission. Je bossais comme un dingue, tout le temps. Je n'étais pas un touriste en vacances sur le Ponant. J'avais un truc à faire. Donc j'observais tout. Et j'ai cogité mon bouquin. Il y avait quelque chose de particulier aussi, je crois. C'est que pour un navire, un bâtiment de la Marine nationale, c'est le seul à coque rouge. Oui. Et je crois que ce qui vous a particulièrement plu, c'est mon le Rosso Corso. non. C'est le fait qu'il y ait beaucoup de ponts. Oui. Et ça, je crois que ça vous a touché, ça. Ah oui. Et pourquoi? Parce que donc l'Astrolabe est un bateau où il y a des passerelles partout, des escaliers partout. En plus, il y a ce nid de pie qu'on appelle un nid de corbeau pour les brise-glaces, où j'étais le seul à aller, tout en haut. Il y avait j'ai demandé au commandant si je pouvais y aller, il m'a dit oui. Et donc, il y avait une pièce là-haut. Autour, il y avait des espèces de balcons. Bon, il y avait un peu les sonars, les trucs, les radars. Il paraît que c'est mauvais, mais bon, j'étais là. Et ça, évidemment, ça balançait plus qu'ailleurs. Mais on voyait très loin. Et ce que j'adorais sur l'Astrolabe, justement, avec tous ces ponts, c'est... Bon, un de mes films préférés, Le Crabe-Tambour, c'est les bateaux que j'aime, parce qu'il y a des ponts, des passerelles, des trucs. Et puis, c'est un porte-hélicoptère. Oui. Donc aussi, il y a une plage arrière intéressante. Ouais, bah ça, on n'y va pas. On peut y aller, mais on Oui. n'y va pas parce que on laisse ça à l'hélicoptère. Bien sûr. À partir du moment où il y a un hélicoptère, même s'il est arrêté, on ne va pas là. Et c'est vrai, de voir l'infini de la mer comme ça, à très grande hauteur, c'est très impressionnant. Et visiblement, les marins bossent, quoi. Ils sont un peu blasés parce qu'ils ne vont jamais là-haut, sur le nid de pie. Mais je pense qu'ils sont affairés aussi. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont toujours des moments de détente. Hein. Bien sûr. Mais non, personne. Par contre, ils vont de temps en temps sur le pont, respirer l'air. C'est un très beau bateau, l'Astrolabe. Quand on est à l'intérieur, en tous les cas. Au début, je n'aimais pas trop sa forme. Je me dis, putain, il va falloir que je dessine ce bateau un peu cubiste. Là, on dirait une chaussure de ski, on dirait, je sais pas quoi. Il était un peu. Chaussure de ski. L'extérieur était un peu cubiste, un peu bon. Et puis j'ai appris à l'aimer, son design. Il est très beau, hein. Très beau bateau. Magnifique. Magnifique, ouais. Alors, dans votre livre, Sylvain Tesson a fait la préface. Ouais, j'ai de la chance, ouais. Fantastique. Et il a écrit, je le cite de mémoire, Nicolas Vial, c'est un peu le douanier Rousseau, qui aurait avalé une plante carnivore. Ouais. Alors, moi, il me faut une explication. Bah non, mais Sylvain me connaît bien. On est amis, je ne vois pas souvent, mais on est amis. Et puis on a plein d'amis en commun. Bah, il connaît mon boulot bien. Non, il a bien vu que toute la végétation luxuriante que j'ai dessinée à Madagascar, ou j'ai vue à La Réunion, j'adore espèce de plante qui dévore tout dans toutes ces ruines qu'on a vues à Madagascar, par exemple. Parce que Madagascar, c'est hyper beau. C'est triste parce que c'est extrêmement pauvre. Mais il y a beaucoup de très beaux bâtiments faits par les Français il y a longtemps, qui sont tous en ruine, Alors, ils sont très habités, mais ils sont comme un squat, quoi. Mais ils sont très beaux, hein. C'est des trucs... Moi, j'adore les ruines, donc je suis servi. Les friches industrielles, des trucs comme ça, j'adore. Alors, j'ai eu la chance, vous m'avez accueilli chez vous dans votre atelier à Paris, un de vos ateliers, vous en avez deux, je crois. Ouais. Et j'ai découvert une autre facette de votre travail qui consiste à peindre sur des cartes marines. Moi, ça me fascine. J'aimerais que vous voyiez un peu ce que ça donne.
J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur de Guillaume Apollinaire. C'est votre mantra. Ouais. Ah ben, moi, ce que j'adore dans cette phrase, c'est l'art et artilleur. Donc, ce cher Apollinaire voulait la nationalité française, il a été très patriote, il s'est engagé dans la guerre de 14, on l'a mis artilleur. Donc, il a écrit cette phrase géniale, j'ai tant aimé les arts, je suis artilleur. Et le pauvre, il est mort de la grippe espagnole en 1918, je crois. Il avait été trépané et tout ça, mais justement, à force d'aller dans les hôpitaux et tout, il s'est chopé la grippe espagnole. Alors pour revenir sur votre travail sur les cartes marines, que je trouve absolument fantastique, magnifique et très inspirant, d'où c'est venu? Il y a eu un déclic, une envie, ou en cherchant l'inspiration? Au départ, j'ai trouvé des cartes dans le grenier de mes parents. Ensuite, je n'en ai pas beaucoup, mais c'était marrant, c'est des vieilles cartes en gravure. Mais c'est des cartes marines? C'est des cartes d'Atlas. C'était pareil, c'était des cartes du 18e, 19e siècle. Parce que j'ai pas peur de dessiner sur des trucs. Je m'occupe pas de savoir si ça a un prix ou pas. J'avais trouvé 4 planches de la campagne d'Égypte de Napoléon, là, le gros livre qu'ils ont fait sur l'Égypte avec Vivant Denon et tout ça. J'avais trouvé 4 grandes planches abîmées et j'ai pas mal dessiné dessus et ça rend bien. et à partir de là, j'allais dessiner sur des cartes. Et j'ai trouvé des cartes chez un brocanteur. J'ai trouvé un meuble. Un jour, il a reçu un meuble comme ça, avec que des tiroirs, que des cartes. Je l'ai acheté. Il me l'a livré. Il me l'a vendu rien, hein, 100 €. Une super carte. Et puis j'ai commencé à pas mal dessiner sur les cartes. J'ai dessiné pour le 1, le journal Le 1 de Enrico Torino, sur des cartes. Et puis après, je me suis amusé à dessiner pour le magazine littéraire sur des cartes. Et puis j'en ai mis sur Instagram. Et puis j'ai fait un appel. J'ai dit, je voudrais des cartes marines, anciennes. Et ça a marché? Ouais. Il y a des gens qui me donnent, ils me les offrent, hein, des cartes marines dont ils ne servent plus, mais des années, soit avant-guerre, carrément. Plus elles sont vieilles, mieux elles sont, de toute manière, pour moi. Elles sont mieux imprimées, elles sont bien noires. Et j'en ai encore. J'ai refait un appel, là, donc je vais avoir une nouvelle livraison. Des gens de Genève. Mais là, vous pouvez même lancer l'appel, hein, si vous voulez. Ah oui, si vous avez des vieilles cartes marines. Voilà, à bon entendeur. Ouais. Et en ce moment, j'ai une expo à Dinard dans une galerie, la galerie Winson. J'expose avec Marin Marie, Mathurin Méheux et Albert Brenet. En ce moment même. Hein. En ce moment même, je suis le seul vivant, avec 3 prédécesseurs prestigieux. Voilà, mais comme il paraît qu'il y a 3 sortes d'hommes, hein, les morts, les vivants et les marins, donc je suis avec les marins là. Ceux qui prennent la mer. Ceux qui prennent la mer, oui, c'est la phrase de... C'est Sénèque, c'est qui? Non, c'est Marc Aurèle. Je crois que tout le monde s'en est emparé. Marc Aurèle, non. Pour trouver l'origine. Ouais. Mais oui. Quand j'ai fait le timbre pour le débarquement, je sais plus, 70 ans du débarquement, c'était un très long timbre, et c'était l'amiral Braque de la Perrière, qui était très âgé, et qui avait commandé ce timbre à la poste. Je crois qu'il y avait beaucoup de projets de fait et ça ne lui plaisait pas. Et il y a une réunion sur la péniche, là, ça s'appelle le cercle de la mer, je crois. J'étais avec les gens de la Poste qui m'ont dit, bon, moi j'avais déjà fait 17 timbres, ils me disent, bon, il ne faut pas qu'ils croient qu'on se connaît bien, on se vous voit maintenant. Les gens de la Poste me disent ça. Et puis je dis, bon, mais ils sont tous arrivés, on va peut-être y aller. Ils me disent, non, dans l'armée, on va à l'heure pile. Il était -5, on a attendu 5 minutes dehors, on est monté. Bon. Il était très sympa, Braque. Et puis, c'était une très grande table. Et des gens de la Normandie, visiblement, tout s'était mal passé avant. Il y avait eu des tas de gens qui avaient fait des timbres de la région de Normandie. Il y avait des pistonnets, tout ça, mais enfin, ça ne leur plaisait pas. Et ils commencent à parler du projet. Et j'ai pas le droit de parler. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a quelqu'un de la Poste qui me dit tu parleras quand tu... Enfin, vous parlerez quand... Et puis il y a Braque qui est au bout de la table. Il me dit, et le jeune homme là, je suis vieux, hein, mais il m'appelait jeune homme. Et le jeune homme là, il fait quoi le jeune homme? Vous êtes qui? Alors je dis, je suis peintre de la marine. Et, ah, vous êtes peintre de la marine? Et il me dit cette phrase, il y a 3 sortes d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Il me dit, si tu permets, on se tutoie tous les deux. Et la Poste? Voilà, c'était drôle. C'est ça la marine. Très sympa ce type, je sais qu'il est mort depuis.
Je voudrais connaître la nature de vos projets. Est-ce que vous avez des projets? Là, il y a l'exposition à Dinard. J'ai plusieurs projets, oui. Et vous pouvez en parler? Oui, je vais faire un livre chez Gallimard sur mes dessins sur les cartes, pour dans 2024. Je vais faire un livre chez Gallimard avec mes dessins sur les chats, avec Didier Decoing, qui est le président des écrivains de marine et qui est président de l'Académie Goncourt. Et je fais un livre aux éditions de l'Observatoire sur mon abécédaire, un abécédaire animalier. Et j'ai un texte de Muriel Barbéry, celle qui a écrit L'élégance du hérisson. Et ça, tout ça, c'est pour 2024. J'ai trois livres. Et sinon, je navigue à vue, moi. Donc, je suis dessinateur du Chasse-Marée. Donc, dans chaque numéro, j'ai ma page. Je fais ce que je veux. Je dessine assez souvent pour Eric Fotorino pour le 1. Entre autres, là, j'en ai fait pas mal sur Poutine et l'Ukraine, assez choc. J'ai bien réglé le compte de Poutine dans mes dessins. Et en fait, j'aime bien faire ça. J'avais arrêté parce que je trouvais qu'il y avait trop d'autocensure partout, c'est le wokisme et tout ça, qui est tombé un peu partout sur la France. On est dans un pays totalement libre, quel que soit le chef d'État, on n'a absolument pas de censure, mais il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent, ils ont peur de on ne sait pas quoi, mais ils ont peur. La peur de sa propre ombre, ouais. La peur de son ombre, ouais. Et en même temps, à force de faire des journaux aseptisés, les gens n'achètent pas les journaux. Il y a des dessinateurs que j'aimais beaucoup, du style Rézère, mais lui, il pourrait plus dessiner dans la presse. On peut dessiner des dessins comme ça dans Harakiri, dans Charlie Hebdo, dans les trucs comme ça, mais moi, je dessinais pour Le Monde. Après, j'ai dessiné pendant un an et demi, j'ai une page libre au Figaro Magazine, mais ça dérange trop les électrons libres. Pourtant, je sais ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, mais je vais un petit peu faire un truc drôle. Alors, cette émission touche à sa fin. Quand on est bien accompagné, les heures, elles défilent. Hein. Voilà, donc merci de ce moment. Ben non. Je voudrais rappeler que votre livre « Un brise-glace sous les tropiques » est toujours dans les bonnes librairies. Il est sorti récemment, oui. Il marche très bien. Voilà. Trouver son public. Donc merci infiniment de cet échange. Je voudrais... vous vouliez dire peut-être un mot de la fin ou... Ben non, mais déjà merci à la marine, parce que c'est grâce à la marine que je suis allé sur ce bateau. J'ai été très bien accueilli par le commandant, le second, toute l'équipe. J'ai adoré. Je suis toujours copain avec le commandant, on s'appelle tout le temps, il est à La Réunion. J'attends qu'il arrive à Paris parce que c'était son dernier commandement. J'ai trouvé une famille sur le bateau. J'ai compris ce que c'était que l'esprit d'équipage, parce que nous, les artistes, on est complètement indépendants. Et là, j'ai vu l'esprit d'équipage. Et à la fin, on était vraiment soudés, quoi. Parce qu'au début, quand un peintre de la marine arrive sur un bateau, ils ne savent pas ce que c'est qu'un peintre de la marine. Ils ne savent pas qu'on n'est pas rémunéré. Au début, ils se disent, ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est, ils croient qu'on est en croisière, quoi, pendant qu'eux, ils bossent. Et en fait, assez vite, ils se sont aperçus que moi, je bossais comme un dingue. Et puis qu'on n'était pas rémunéré. On faisait ça. Et c'était vraiment formidable. Hein. Vraiment, à la fin, je sais pas, on était hyper soudés, quoi. Non, c'est vrai, c'est un truc dingue. Puis c'est un peu le principe aussi du peintre officiel de la marine, ce qu'on n'arrive pas forcément à entrevoir, c'est que la marine fait appel au domaine artistique, à des artistes, pour des valeurs communes, pour défendre une seule et même cause, mais en respectant les personnalités de chacun et de chaque artiste. C'est ça aussi, c'est que là, il ne peut pas y avoir de censure. Vous parliez de censure. Je ne pense pas qu'en tant que peintre officiel de la marine, non, il n'y a pas de censure. Vous ayez été confronté à la moindre censure. Non, il n'y en a pas. Non. Et puis nous, au carré du commandant, là où j'étais, on parlait librement de tout. Et c'est là qu'on s'aperçoit que dans la marine, les types sont très cultivés. Ils lisent des tas de romans, ils connaissent la peinture, ils connaissaient tous les peintres de la marine, ils connaissaient, je veux dire, les peintres Albert Séby, Brenet, les anciens, quoi. Ils connaissaient par cœur. Non, j'étais étonné et je ne suis pas sûr qu'il y ait ça dans l'armée de terre. Je ne veux pas dire. Je viens d'une famille de l'armée de terre. Hein. Mais bon, quand même. Bon, restez là. Alors, donc, merci infiniment pour ça. Moi, je m'adresse à tous ceux qui ont pu nous entendre et nous voir, que je leur donne rendez-vous pour un prochain numéro, je ne sais pas encore quand, mais un prochain numéro de la Ligne Bleue. Et puis, je voudrais qu'on se quitte en images
où voilà, je suis allé fouiller un peu dans votre Instagram. D'accord. Et on part sur des images de votre œuvre sur les cartes marines. Super. Merci beaucoup et puis bon vent. Merci Bruno. Bon vent à vous aussi. À bientôt. À bientôt. Ouais.